Monsieur Maurice Dufour. Monsieur Yvon Aiguier. Monsieur Martinez m'a donné pouvoir. Marie Marcello n'est pas encore arrivé. Monsieur Prorel. Madame Petelet. Monsieur Jeffal a donné pouvoir à Madame Bovetto. Claude Jiménez. Monsieur Romain Griscard. Madame Valdener. Monsieur Monnier. Madame Mulac a donné pouvoir à Monsieur Monnier. Monsieur Vioujas. Monsieur Sevrez. Madame Anne-Marie Forjoux. Monsieur Roger Guglielmetti. Monsieur Guy Hermite a donné pouvoir à Madame Forjoux. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Barnéou. Excusez. Madame Blanchard. Madame Martine Alire. Alors, il faudrait que vous nous passiez son pouvoir. Pouvoir à Madame Barnéou. Blanchard. Merci. Monsieur Galliano. Monsieur Perly. Monsieur Émeric Salle. Monsieur Thierry Bouchier. Monsieur Olivier Fons a donné... Non, il est excusé. Non, il est représenté par son suppléant, premier adjoint, Michel Denis. D'accord. Monsieur Gonnet. Monsieur Sébastien Fine. Madame Patricia Arnaud. Et Monsieur Perrineau. Il me faut désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire. Y a-t-il des volontaires? Monsieur Salle. Arrivée de Madame Madame Marcello vient d'arriver. Et secrétaire de séance adjoint. Allez, Monsieur Perrineau. Monsieur Gagliano, pardon. Parfait, merci. Alors, je vais vous demander d'abord d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du 29 mai 2018. Je crois que M. Vioujas a une remarque à faire concernant un vote. Vous voulez nous le préciser, s'il vous plaît? En fait, il y a une inversion, c'est M. Barnéou qui a voté contre, et c'est moi-même qui me suis abstenu. Très bien, donc ça sera noté au compte-rendu, de manière à effectivement être fidèle à ce qui s'est passé. Sur cette approbation du compte-rendu en dehors de cette remarque, y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci, à l'unanimité. Compte-rendu des décisions prises par le président au titre de ses délégations. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Valdener. Oui, je trouvais surprenant, là, sur la première décision pour le marché de l'isolation de la MJC, il y avait des dossiers qui n'étaient pas conformes ou il y a vraiment personne qui a candidaté? Alors, dans un premier temps, il y a eu un seul avec une réponse qui n'était pas recevable, parce que trop élevée. Et dans un deuxième temps, il y a eu un deuxième appel, mais pas recevable non plus, parce qu'on est plus de 100 000 euros au-dessus de ce qui avait été prévu. En gros, le bureau, nous avions prévu, nous, 150 000 euros pour ce travail, et à minima, on est à entre 200 et 300 000 euros. Voilà. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Si on n'a pas, je mets ce compte-rendu des décisions aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Compte-rendu des décisions du bureau prises au titre des délégations consenties par le Conseil. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets donc ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. À l'unanimité. Merci. Et enfin, compte-rendu des arrêtés que j'ai pris.
Il n'y en a pas. Eh bien voilà, donc comme ça le problème est réglé. Alors, avant d'attaquer le sujet du Conseil communautaire d'aujourd'hui, je voudrais vous faire part de deux choses. Une première concernant le contentieux CCB-CERC. Donc, je rappelle que le 11 avril 2006, la CCB a signé un contrat de concession du service de l'assainissement avec la société Suez-CERC pour une durée de 25 ans. Ce contrat porte sur la construction de l'ouvrage d'assainissement et sur l'exploitation du service de l'assainissement collectif de la CCB. Le 8 avril 2010, la CCB a signé avec son délégataire un avenant dont l'article 8... Ouais. C'est l'esprit de la CERC qui nous... Je ne sais pas s'il est contraire ou pas, il nous accompagne. Bon, ça va? Il y a pas de... Ah, s'il y a un peu d'eau qui a été renversée. Ouais, il faudrait une petite serpillière, s'il y a ça. Il n'y a pas eu de dégâts, non? Ça va? Pas de... Oui. Bon. Et B. Stormy weather. Hein? Bien, donc je continue, si vous le voulez bien. L'avenant donc du 8 avril 2010 prévoit en outre que la mise en œuvre de la clause d'ajustement des tarifs en cas de variation significative de l'assiette de facturation ne peut être mise en œuvre que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies. Condition 1, 2500 unités de logement supplémentaires équipées de compteurs individuels au cours de l'année ou depuis la dernière application de cet article. Condition 2, constat d'un décalage supérieur à 10% entre le volume initialement prévu dans les comptes prévisionnels au titre de l'année N et le volume effectivement facturé au titre de l'année N. Par deux fois, en 2014 et 2015, le groupement Suez-CERC demande l'application de cette clause d'ajustement tarifaire au titre de l'exercice 2015. Par deux fois également, la collectivité rejette la demande indemnitaire. Le 24 août 2016, le concessionnaire assainissement saisit le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une somme de 1 037 105 € pour l'année 2015, tout en annonçant une demande d'indemnisation de 922 228 sur le même fondement pour l'année 2016. En 2017 et 2018, dans le cadre de l'instruction de ce contentieux, chacune des parties a produit plusieurs mémoires. L'instruction a été clôturée le 16 avril 2018 et l'affaire a été mise à l'audience le 22 mai 2018. Le 19 juin 2018, le jugement a été prononcé dont les conclusions sont les suivantes. En vertu des stipulations de l'article 42 de la Convention, il revenait à la société CERC, informée dans un délai de 16 jours du refus de la communauté de communes du Briançonnais de faire droit à sa demande d'ajustement des tarifs, de demander la mise en place de la commission spéciale de révision prévue à l'article 42.3. En l'absence d'avis préalable de la commission spéciale de révision, le groupement n'était pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif de Marseille d'une demande contentieuse tendant à la réparation du préjudice résultant de la faute contractuelle commise, selon elle, par la communauté de communes du Briançonnais. Par suite, ainsi que l'invoque la communauté de communes du Briançonnais en défense, la demande du groupement directement présentée devant le juge administratif n'est pas recevable et doit être rejetée. Le tribunal administratif s'est donc prononcé sur la forme de la requête. Les sociétés requérantes peuvent dorénavant soit faire appel du jugement, soit saisir la dite commission de révision des tarifs. Voilà. Voilà l'information que je vous devais. D'autre part, je voulais faire un petit aparté sur la MJC qui a quand même pas mal mobilisé et la presse et nous-mêmes depuis quelque temps. Je voudrais simplement rappeler que la MJC a reçu de la part de la communauté de communes 175 000 € qui ont été versés par moitié en début d'année et l'autre moitié qui vient d'être versée courant début juin, qu'a été versé le reliquat
du salaire du directeur sur l'année dernière, à savoir 73 000 pour l'année 2017, et que pour l'année 2018, par 12e, cette somme a été versée au directeur. Que d'autre part, la ville de Briançon, dans le cadre d'une subvention concernant Zanzibar, a versé la somme de 23 000 €, que le Conseil général, lors de sa dernière réunion plénière, a voté 68 000, 5 500 et 6 000 € d'aide pour, enfin, sont des subventions qui sont naturellement versées à la MJC. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense que la région d'ailleurs s'est engagée à la réunion qui s'est tenue en préfecture, mais vous le savez, vous pourriez le dire mieux que moi, Madame Forgeau. Oui, on s'était engagé le 3 mai. Moi, j'avais organisé une rencontre avec le cabinet du président pour éventuellement subventionner des actions qui pouvaient l'être dans le cadre prescrit par la région. Donc 2 actions peuvent être financées dans le cadre de la jeunesse et dans le cadre de la culture pour un montant de 25 000 €. Donc on a travaillé sur ces dossiers et on a aussi travaillé sur un nouveau modèle d'organisation pour la MJC, puisque les MJC connaissent des baisses de subventions partout et que le modèle qui aujourd'hui a vécu ne peut plus vivre comme il l'a fait jusqu'à présent. Donc des solutions ont été proposées et on espère que ce travail en étroite collaboration pourra continuer. Oui. En tous les cas, ça s'est très bien passé. Et sur ces 2 actions-là, les choses peuvent être financées. Je rajouterai aussi que nous subventionnons aussi en tant que commune Zanzibar pour l'activité Zanziruche à hauteur de 16 000 €. Et vous n'êtes pas la seule d'ailleurs à ce niveau-là. Je crois qu'il y a aussi Nevache et Villars-Saint-Pancras. Voilà. Donc je pense que c'est important que chacun sache où on en est aujourd'hui en termes de trésorerie, en termes de versement. Et j'ai cru comprendre que même l'État, lors de la réunion qui s'est tenue vendredi en 8, s'est engagé à verser dans le cadre de la MapMonde une somme qu'il avait supprimée à l'époque. Voilà. Voilà. Et il y a la CAF aussi qui régularise un certain nombre de choses. Donc, en termes de trésorerie, il devrait y avoir une amélioration assez rapide. Je pense que la convention qui nous lie au centre social MJC arrive à échéance cette année, à la fin de l'année. Donc, il va falloir qu'on y pense, qu'on y travaille et qu'on en définisse clairement les éléments de manière à ce qu'effectivement des opérations comme celle-ci ne se renouvellent pas à l'avenir, mais comme vous l'avez dit, effectivement, aujourd'hui, les MJC ne sont plus dans le même contexte de celui qui était il y a 30 ou 40 ans, quand elles ont été mises en place. Voilà. C'était une information que, là aussi, nous vous devions. Donc, nous allons maintenant aborder les délibérations, et je vais demander à M. Sébastien Fine de nous parler de la modification du tableau des emplois et de la transformation des emplois permanents non complets d'assistant territorial d'enseignement artistique au conservatoire. On va d'abord parler du conservatoire, donc bonsoir à toutes et à tous. Concernant cette structure, donc il y a la transformation d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant territorial d'enseignement artistique, donc c'est pour développer les cours de formation musicale. Le conservatoire sollicite la transformation d'un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet à raison de 10 heures par semaine à un emploi permanent d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet à raison de 17 heures hebdomadaires. Donc tout ce qui est vu ici a également été débattu et vu aussi en commission culture, puisque c'est des propositions qui avaient été faites par la commission culture, qui avaient été retranscrites également lors d'une assemblée plénière avec l'ensemble des personnels du conservatoire et qui demandent à être validées ce soir. Donc vous avez le coût qui est généré par cette transformation de poste qui est de 9 750 €, qui correspond donc, c'est le coût chargé, brut et cotisation. La commission AGF a émis un avis favorable et le bureau a émis un avis favorable en date du 11 juin 2018. On reste sur le personnel au niveau du conservatoire. Donc il y a également, pour développer des cours d'enseignement cuivre,
Le conservatoire, donc on a également acté la transformation d'un emploi permanent d'assistant territorial d'enseignement artistique de première classe à temps non complet à raison de 16h50 hebdomadaires, qui représentait un temps de 82,5%, en la création d'un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique principal première classe à temps complet à raison de 20 heures par semaine. Ce coût, qui correspond aux 3h30 hebdomadaires chargés plus cotisation brute plus cotisation patronale, est d'environ 7 750 €. La commission AGF a également donné un avis favorable en date du 31 mai et le bureau en date du 16 juin. Toujours concernant le conservatoire, il est également proposé, pour développer les cours d'enseignement lyrique, d'augmenter la quotité de temps de travail d'un agent de 12h30 hebdomadaires à 15 heures hebdomadaires sur la base d'accroissement temporaire d'activité, sans donner lieu à la suppression du précédent emploi non permanent. Ce coût généré par la transformation de ce poste, coût chargé, est d'environ 5 585 €. Et toujours pareil, la commission AGF a donné un avis favorable au 31 mai et le bureau en date du 6 juin. Donc je pense qu'on va déjà vous demander de voter sur ce pan-là conservatoire, puisque le prochain point fait état d'une mise à disposition au niveau du SIEPB et que son président, je pense, devra quitter l'Assemblée lors des débats. Donc déjà concernant les premiers points, avant d'arriver au SIEPB, on peut le soumettre au vote. S'il y a des questions, on peut y répondre. Pas de questions? Donc je mets la délibération au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, délibération suivante. On est toujours sur la même, sur l'emploi d'un adjoint administratif au service urbanisme. Donc le SIEPB avait un agent qui était délégué par une commune, la commune de La Salle. La commune de La Salle a fait état de la volonté de n'avoir plus les moyens de laisser cette quotité sur cet agent-là, et une demande était partie à l'ensemble des communes. Il se trouve que au service instructeur de la communauté de communes, on a une personne qui est à temps non complet à hauteur de 50%, et il semblait pertinent que ce service soit également assuré par le service instructeur, compte tenu de son aspect stratégique au sein des 12 communes qui font appel, des 11 communes qui font appel à ce service. Le coût généré par cette transformation de poste, il n'y aura pas de coût supplémentaire, puisque l'intégralité des charges, et notamment le salaire chargé plus ses cotisations, seront intégralement compensées par le biais d'une convention de mise à disposition avec le SIEPB. Voilà. Pas de questions? Alors je mets la délibération au voix concernant cette personne. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y en a pas. Et donc, monsieur Sébastien Fine, vous allez nous parler maintenant d'indemnité de conseil du comptable public. Il faudrait demander à Thierry de revenir. Voilà. Donc, comme vous le savez, les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir au conseil du comptable pour fixer le montant de l'indemnité. Aussi, l'indemnité de conseil que la collectivité peut octroyer ou non, elle fixe librement le montant qui n'est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d'entendre de la DGFiP, mais de l'engagement et de l'investissement personnel du comptable. Réponse ministérielle du 7 mars 2013. Monsieur Didier Laurent, qui est receveur de Briançon, sollicite pour l'exercice 2016 une indemnité de conseil au taux de 50%, et pour l'exercice 2017, une indemnité de conseil au taux de 50%, soit, vous avez les coûts, 1 322 € net pour 2016 et 1 294,28 € pour 2017. Il y a eu des discussions en commission AGF le 5 avril 2017, 6 septembre 2017, 14 décembre 2017, et des avis partagés avaient été émis par cette commission. Le bureau, en date du 27 mars, a émis un avis favorable sur le versement de ces indemnités sur les 2 années, au taux sollicité par le comptable, c'est-à-dire 50%.
Donc nous vous proposons d'accorder ces deux indemnités pour l'année 2016 et 2017 pour les montants que je vous ai indiqués. En précisant que les crédits sont inscrits au budget général 2018. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette affectation à notre trésorier payeur? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, une autorisation de programme et crédit de paiement en fonction des modifications du schéma de cohérence territoriale SCOT. Donc, concernant le SCOT, nous avons reçu la demande de l'indemnité du commissaire enquêteur qui a été désigné pour l'enquête publique. Le montant de cette indemnité est fixé par ordonnance du tribunal administratif à 14 155 €. Le coût total de cette enquête publique, indemnité du commissaire plus les frais de publication, les constats d'huissier pour l'affichage de l'enquête publique est de 19 865 €. Or, seulement 15 000 € ont été budgétés au niveau du budget prévisionnel 2018. Donc il vous est donc proposé d'augmenter de 5 000 € les dépenses concernant la réalisation de cette enquête publique, en vous précisant que la commission AGF a donné un avis favorable en date du 31 mai et que le bureau a également émis un avis favorable. Pas de questions sur cette augmentation qui n'était pas prévue? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Sébastien, toujours l'ADM, budget général. Alors, décision modificative numéro 1 concernant le budget général. Pour la section de fonctionnement, nous avons reçu le colonel Moreau lors d'un entretien. Les membres du bureau étaient conviés le 9 avril et nous avons discuté de l'augmentation substantielle, on va dire, des frais de fonctionnement du SDIS 05 qui a été voté en conseil d'administration en début d'année, qui représente quand même 4%. 4,72% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Nous en avons débattu et il a été décidé d'augmenter cette ligne budgétaire de 47 181 €. L'avis favorable a été donné pour que ce soit porté au budget, pour que cette contribution soit portée au budget. La deuxième chose au niveau de la section de fonctionnement, c'est une délibération qui date du 24 avril où, vous vous en souvenez, nous avions débattu et discuté au niveau de la subvention concernant le salaire du directeur de la MJC. Ce salaire faisait passer sur un fonds qu'on appelait le fonds GEP les années précédentes, donc sur une ligne budgétaire différente. Et cette année, il a été proposé, suite aux notifications de l'État qui stipulaient qu'elle ne participait plus dans ce cadre-là, dans le cadre du fonds GEP, il a été décidé de verser la subvention correspondant au salaire du directeur en intégralité par rapport au budget général. Et donc, il y aura une écriture, à faire, donc de l'imputer au niveau de l'article 6281 concours d'hiver et d'augmenter de 71 750 € l'article subvention aux associations. Ensuite, la délibération du 27 mars 2018 du Conseil communautaire a approuvé aussi les montants des attributions de compensation provisoire suite au transfert de compétences eau pluviale, promotion touristique, donc création d'un office du tourisme, et la restitution des compétences pour l'émetteur TNT et la mise en réseau des bibliothèques. Donc suite à cette délibération, il convient d'ajuster pour la période juillet-décembre les affectations de crédit et notamment les reversions au niveau des collectivités. Donc un tableau vous a été transmis et le reste à attribuer est donc divisé par les mois qu'il reste. Vous avez tous eu connaissance pour chaque collectivité de la situation qui sera faite dans les prochains mois. Et il convient aussi d'ajuster les crédits relatifs au versement et aux encaissements de compensation pour la période donc, du 1er juillet au 31 décembre et une inscription de 120 112,45 € en dépenses et en recettes de fonctionnement aux articles budgétaires 739 211 et 73 211. Donc c'est suite à l'ajustement, voilà, qui a été voté en conseil communautaire. Donc ça concerne la section de fonctionnement. Concernant les investissements, on vient de le voter. Il a fallu rajouter 5 000 € pour des crédits supplémentaires pour pouvoir payer l'indemnité du commissaire enquêteur concernant le SCOT.
Il a été également, dans le cadre du référentiel à grande échelle, ça vous avait été présenté aussi, l'orthophoto qui devra être mis en place cette année. Et il y a une participation du département et puis une ventilation sur l'ensemble des collectivités. Pour la communauté de communes, cela représente 4 460 €. Et on rappelle que ce changement d'imputation budgétaire est neutre. Donc vous devez avoir également le nouvel équilibre budgétaire qui se compose comme suit. Donc nous avons une diminution des charges à caractère général de 71 750 € par rapport au BP, ce qui est étroitement lié avec la subvention et la sortie du FONGEP. Nous avons une augmentation de 118 931 € sur les charges de gestion courante et une atténuation de produits de 120 715 € qui va avec l'atténuation des charges en recel de 120 115, ce qu'on vient de voir sur les attributions au niveau des communes. Et l'équilibre budgétaire se fait au niveau du virement de la section de fonctionnement avec une différence de moins 47 000 € au niveau des dépenses de la section de fonctionnement et également de moins 47 181 € au niveau des recettes de la section d'investissement. Concernant l'investissement, la décision modificative numéro 1 rajoute 5 000 € sur les immobilisations en cours et retranche 52 181 € sur le compte 23 et 4 460 sur le compte 21 avec une écriture sur le fonds de concours. Ce qui nous donne un équilibre budgétaire pour la section de fonctionnement qui est établi à 23 839 159 € équilibre, et pour la section d'investissement de 12 141 725 € en équilibre. Bien, sur cette DM, avez-vous des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Nous allons donc aborder la problématique du SCOT. Comme je m'y étais engagé le 7 juin, vous avez reçu le 11 juin, le 20 juin, pardon, la délibération qui va vous être présentée. Je signale que Mme Markello était sortie pendant la délibération précédente. Et que donc vous avez pu avoir cet espace-temps du 20 juin jusqu'à aujourd'hui pour vous prononcer sur cette délibération que je vais vous lire intégralement aujourd'hui. Je rappelle simplement que concernant le SCOT, l'arrêté préfectoral qui a défini le périmètre du SCOT date du 19 février 2013, que la délibération qui en fixait les modalités de concertation date du 9 juillet 2013, que 2013-2014 ça a été la phase de diagnostic, 2014-2015 la rédaction du PADD, avec un débat au Conseil communautaire du 7 juillet 2015, 2015-2017 rédaction du DOU, donc document d'orientation et d'objectifs, que le 27 juin 2017, nous avons eu le bilan de concertation et arrêt du SCOT. De juillet à octobre 2017, on a eu l'avis des personnes publiques associées, dont la commission de massif, la CDPNAF, la commission des sites. Du 27 novembre au 4 janvier 2018, enquête publique. Du 6 mars 2018, remise du rapport du commissaire enquêteur. Et aujourd'hui, donc, nous délibérons sur l'approbation du SCOT qui sera exécutoire 2 mois après la réception du document par la préfecture. Rappelez la concertation qui a été mise en œuvre. Avant l'arrêt du SCOT, 29 réunions publiques, plus de 10 ateliers auxquels s'ajoutent de nombreuses réunions informelles, 19 réunions avec le PPA, donc personnes publiques associées, de nombreux échanges, une visite de terrain des sites de projet, plus de 30 articles et communiqués de presse, les nombreuses publications sur le site internet et la page Facebook. Et entre l'arrêt et l'approbation du SCOT, il y a eu la consultation des personnes publiques associées, dont la présentation au service du conseil départemental, plusieurs réunions avec les associations de protection de la nature et les communes de Servières, Montgenèvre sur la problématique du chenaillet en particulier, une réunion et des échanges avec le département et les communes de Monétier-les-Bains, Villard-d'Arène concernant l'UTN du col du Lotaret, une réunion et des échanges avec le parc naturel des Écrins et la commune de La Grave concernant l'UTN du Dôme de la Lose et une réunion de présentation des modifications
à la DDT et une commission SCOT de proposition des modifications à apporter au Doubs. Voilà. Nous allons donc passer maintenant à la lecture de la délibération qui représente une certaine somme puisqu'elle fait 21 pages. Suite à l'arrêt du SCOT le 27 juin 2017 à la procédure d'instruction et à l'enquête publique, le dossier SCOT pouvait être amendé. Les modifications apportées font suite à un avis d'une personne publique associée à une remarque issue de l'enquête publique ou du commissaire enquêteur, mais ne remettent pas en cause l'économie globale du projet. Afin de finaliser la procédure et de rendre exécutoire le SCOT du Briançonnais, le document amendé doit être approuvé. Dans la délibération d'approbation, il a été fait le choix d'aborder l'ensemble des remarques émises lors de la procédure afin d'apporter un éclairage le plus complet possible. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme et notamment l'article L143-20, L101-2 et R141-2 et suivants, vu les statuts de la communauté de communes du Briançonnais en date du 21 novembre 2017 et notamment la compétence, élaboration, approbation et suivi du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur, vu l'arrêté préfectoral numéro 2013-0501-0001 du 19 février 2013 définissant le périmètre du schéma de cohérence territoriale du Briançonnais, vu la délibération du 9 juillet 2013 relative à la prescription du schéma de cohérence territoriale, vu la délibération du 7 juillet 2015 prenant acte du débat sur le PADD du schéma de cohérence territoriale, vu la délibération du 27 juin 2017 tirant le bilan de la concertation relative à l'élaboration du SCOT, vu la délibération du 27 juin 2017 qui a arrêté le schéma de cohérence territoriale et transmis le document pour une période de 3 mois à l'ensemble des personnes publiques requises par le Code de l'urbanisme, vu l'avis favorable de la commission du SCOT en date du 7 juin 2018, vu l'avis favorable du Bureau des vice-présidents en date du 11 juin 2018, par décision numéro E 17151/13 en date du 25 septembre 2017, M. André Pasquali a été désigné par le président du tribunal administratif de Marseille comme commissaire enquêteur. Par arrêté communautaire numéro 2017/05/AT en date du 27 octobre 2017, Monsieur le Président rappelle avoir ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de SCOT de la communauté de communes du Briançonnais. L'enquête publique s'est déroulée du 27 novembre 2017 au 4 janvier 2018 inclus. Les avis des personnes publiques associées et consultées ont été joints au dossier d'enquête publique. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conditions favorables sans réserve, accompagnées de préconisations le 2 mars 2018. Je propose au Conseil communautaire d'examiner les principaux points abordés par les personnes publiques lors de leur avis, puis les réponses possibles apportées par la commission SCOT aux recommandations du commissaire enquêteur. Dans un troisième temps, présenter au vote du Conseil communautaire le dossier de SCOT du Briançonnais. La communauté de communes du Briançonnais a fait le choix d'aborder l'ensemble des remarques, réserves et recommandations émises lors de la procédure afin d'apporter un éclairage le plus complet possible. Pour information, les éléments de réponse développés ci-après peuvent être communs à plusieurs avis. 1. Réponse aux avis émis par les PPA, personnes publiques associées. En premier, la Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPNAF. Le SCOT du Briançonnais a été présenté en séance le 19 septembre 2017. Il a reçu un avis favorable avec les réserves suivantes. Indiquer sur les cartes les limites réelles des domaines skiables. Justifier la délimitation du domaine du Chenaillet en périmètre géologique. Vérifier les limites des zones humides au regard de l'inventaire départemental, inciter les élus à mettre en œuvre un contrat d'objectifs agricoles, permettre l'implantation de nouveaux bâtiments agricoles à proximité, mais également éloignés des bâtiments agricoles existants.
Je propose de répondre favorablement à ces réserves en détaillant les points suivants. Les domaines skiables ont été mis à jour et incluent le secteur du Chazelet à la Grave. Le périmètre de sensibilité géologique du Chenaillet a fait l'objet d'une concertation approfondie entre les associations agréées de protection de l'environnement à la suite de l'enquête publique, ainsi qu'avec les communes de Montgenèvre et Servières. Il est proposé qu'un focus soit ajouté au document d'orientation et d'objectifs. Le principe d'un travail commun autour d'une gestion concertée de l'accès au site est acté. Les partenaires ont estimé que la délimitation d'un périmètre dans le document d'orientation et d'objectifs était prématurée. En conséquence, sans remise en cause de la nécessité d'une meilleure protection des équilibres environnementaux, géologiques, écologiques, touristiques, je préconise le retrait du périmètre de protection du Chenaillet des cartes et d'ajouter au document d'orientation et d'objectifs, seul document prescriptif du SCOT, un paragraphe sur le Chenaillet afin d'acter la création d'une entité partenariale pour l'accessibilité durable à cet espace montagnard sensible. L'inventaire des zones humides a été vérifié, la cartographie a été mise à jour. Deuxième intervention, c'est celle du comité de massif des Alpes, examinant notamment les projets d'UTN touristique nouvelle dite de massif. Le SCOT du Briançonnais a été présenté en séance du comité de massif le 22 septembre 2017. Il a reçu un avis favorable avec les réserves suivantes. Mentionner l'articulation nécessaire en 3 ans et autres manches, notamment le projet autour du cyclisme, renforcer les conditions de greffe urbaine et les ruptures d'urbanisation, renforcer le volet mobilité en dotant Serre-Chevalier d'un mode doux et d'une infrastructure de transport permettant le cadencement et ajouter les engagements complémentaires à l'accessibilité de la vallée de Laclaré. Réduire le nombre de lits des projets d'UTN et confirmer que l'UTN de camping de la vallée étroite soit situé en dehors des zones de risque chute de blocs et inondations torrentielles. Je propose de répondre favorablement aux 3 premières réserves et de mettre à jour la fiche UTN du projet de camping de la vallée étroite à Névache. Concernant la réserve du comité de massif de réduire le nombre de lits dans les unités touristiques nouvelles, je propose que le Doubs comporte une meilleure argumentation du besoin de lits touristiques, mais conserve l'objectif de 16 000 lits supplémentaires à l'échéance 2030 sur la base de 9 arguments suivants. Le Briançonnais n'est pas qu'un territoire d'hiver, il s'agit d'une destination touristique multisaison et même d'une destination à l'année. Le marché touristique du Briançonnais couvre de vastes aires métropolitaines et européennes, comprenant 5 millions d'habitants, à haut revenu, en demande d'espace et d'identité de culture, auxquels le territoire du SCOT est parfaitement connecté. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Piémont, Lombardie, etc. La demande régionale, située à moins de 3 heures de Briançon, par voiture, train, car, etc., est le premier gisement de clientèle du SCOT. Les perspectives favorables d'une meilleure accessibilité avec le percement du nouveau tunnel ferroviaire de la future ligne Lyon-Turin confortent l'attractivité et l'accessibilité du territoire qu'il convient d'anticiper. La multiplicité des atouts touristiques du Briançonnais est inégalée avec une offre variée, très haute montagne, tourisme scientifique, santé, culture, tourismes urbains, activités sportives en toute saison. Le taux de remplissage sur les 4 saisons démontre l'attractivité de la destination. Le Briançonnais témoigne d'un retard en matière d'hébergement touristique du fait du vieillissement du parc, en notant qu'aucune UTN d'hébergement n'a été réalisée depuis plus de 10 ans sur la station de Serre-Chevalier. 2500 lits nouveaux sur les 16 000 proviennent de la réhabilitation du parc d'hébergement touristique existant. L'orientation quasi exclusive des UTN vers du lit marchand met en œuvre un objectif clé du futur SRADET, schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équité des territoires. Le positionnement du Briançonnais sur le marché international et les demandes des opérateurs des domaines skiables impliquent cette création de lits. Huitièmement, 1/3 des lits nouveaux inscrits dans les UTN concernent des redynamisations des stations, renouvellement urbain et de sites touristiques existants. Enfin, les vocations d'hébergement sont différentes et mixent toutes les échelles du tourisme et les gammes de clientèle.
Troisième intervention, c'est celle de la commission départementale de la protection de la nature, des paysages et des sites pour l'examen des conditions de mise en œuvre des UTN départementales prévues par le document d'orientation et d'objectifs. Le SCOT du Briançonnais a été présenté en séance de la commission des sites des Hautes-Alpes le 4 octobre 2017. Il a reçu un avis favorable sans réserve. Concernant le préfet des Hautes-Alpes et les services de l'État, Monsieur le préfet a émis un avis favorable accompagné d'une vingtaine de remarques pour lesquelles je propose de répondre favorablement avec, plus précisément, des précisions sur le tableau des opérations d'aménagement prévues par le SCOT en ajoutant que les communes peuvent inscrire dans leur PLU des projets alternatifs à ceux indiqués dans le tableau, sous réserve évidente de ne pas fragiliser une zone agricole ou un enjeu écologique ou paysager reconnu. Elles doivent le faire en respectant les superficies foncières annoncées dans le sens de la compatibilité entre un SCOT et un PLU. Qu'une étude des formes urbaines réalisée sur le territoire du SCOT montre bien que la densité actuellement mise en œuvre au cours des 10 dernières années est bien de l'ordre de 15 logements à l'hectare et qu'en conséquence, les objectifs du SCOT en matière de densité vont réduire significativement la consommation foncière du Briançonnais. Que l'argumentation sur le besoin de 16 000 nouveaux lits dans le Briançonnais d'ici 2030 rejoint la réserve exprimée par le comité de massif pour laquelle les motifs de ces choix viennent d'être précisés. Que la délimitation et la caractérisation des terres agricoles, notamment autour du col du Lotaret, de la Guisane, de la Clarée, ont été actualisées et ont fait l'objet d'une validation auprès de toutes les communes. Le SCOT apporte désormais une définition de la notion d'espace agricole remarquable au titre du patrimoine montagnard. Que pour le volet mobilité, le SCOT approuvé met mieux en avant les 2 liaisons de mode doux prévues par le territoire sur les vallées de la Guisane et de la Clarée jusqu'à Briançon. Il rappelle l'enjeu de la recomposition des aires de stationnement actuelles au sein des stations touristiques. Le Doubs est également enrichi de dispositions nouvelles imposant des études préalables d'ensoleillement au sein des orientations d'aménagement et de programmation afin d'accélérer la transition énergétique. L'évaluation environnementale a été complétée et enrichie des justifications permettant d'argumenter la parfaite prise en compte de la compatibilité du SCOT avec le SDAGE, adéquation de la station d'épuration Puralpes, avec l'accroissement des capacités d'accueil touristique, adéquation des ressources en eau des communes, avec l'accroissement des capacités d'accueil, notamment touristique, mention du projet de nouvelle station d'épuration en Haute-Guisane. L'inventaire des zones humides a été vérifié et 6 zones ont été ajoutées à la cartographie du Doubs. La réalisation des UTN départementales a été conditionnée à la mise en œuvre d'une démarche d'observation des effets cumulés dès lors que des impacts sur le lieu naturel se répètent. L'évaluation environnementale des UTN de massif a également été renforcée pour mieux mettre en avant les principes d'éviter, réduire et compenser, ERC, prônés par la mission régionale d'autorité environnementale. Concernant les projets d'unités touristiques nouvelles de massif, je propose que les précisions demandées par l'État soient ajoutées. La Grave Dôme de la Lose. Le projet d'UTN du Dôme de la Lose sur le site de la Meige est maintenu dans le SCOT, approuvé avec toutefois 2 évolutions majeures. Il est précisé que le site de la Meige n'a pas vocation à être accordé à la station des 2 Alpes et la réduction du projet de restaurant à une salle multifonction obligatoire pour la mise en sécurité des personnes qui sera parfaitement intégrée au paysage. Concernant Montgenèvre, le Chalvet, le volet changement climatique est intégré à la fiche UTN. Saint-Chaffray, Chantemerle, la conservation et la mise en valeur des abords de la Guisane sont intégrés à la fiche UTN. Saint-Chaffray toujours, mais pour les Carines, la forte exposition paysagère et le caractère de futures vitrines du village sont intégrés à la fiche UTN. Névache, vallée étroite, un état des lieux préalable à l'évolution du document d'urbanisme doit être mené avec en point de mire des critères stricts d'insertion paysagère et une parfaite prise en compte des risques naturels. La fiche UTN a été mise à jour en ce sens. Concernant la mission régionale d'autorité environnementale,
L'avis de cette mission reconnaît que le SCOT du Briançonnais s'attache à traduire un équilibre entre le développement et la protection des ressources naturelles, que le SCOT, dans ce cadre, met en œuvre des principes vertueux de lutte contre l'étalement urbain et préservation des espaces naturels, dont les continuités écologiques. Elle regrette que les orientations restent souvent peu prescriptives et générales et indique que les UTN mériteraient d'être mieux étudiées dans leur volet impact sur les milieux naturels. Je rappelle tout d'abord qu'un SCOT est un document de planification générale et qui ne doit pas être à l'échelle d'un PLU, document qui est du ressort des communes. Parmi les 13 recommandations émises par la mission régionale d'autorité environnementale, j'indique que les points suivants ont déjà été étudiés et pris en compte. Une meilleure analyse des enjeux et des incidences des projets du SCOT dans le cadre de l'évaluation environnementale, notamment autour des UTN, de l'espace conservation de la Clarée, de la question des capacités d'assainissement, un renforcement des protections des terres agricoles, la superposition des projets du SCOT avec les trames vertes, bleues, ce que réalise déjà le plan d'ensemble du SCOT. Concernant la question du détail de la consommation foncière passée et future, je souhaite apporter plusieurs précisions et une précision importante des règles de consommation foncière à prendre en compte par les communes. Tout d'abord, l'inventaire de la consommation foncière passée depuis 2004 est très précis et figure bien dans les études du rapport de présentation. L'État, la MRAE et les associations agréées de l'environnement demandent la prise en compte du foncier disponible situé en enveloppe d'agglomération. Un recensement d'environ 34 hectares de foncier potentiel en enveloppe urbaine a été dénombré. Cette démarche chirurgicale, aucun autre SCOT à ce jour ne l'a mise en œuvre, encore moins les SCOT récents situés en loi montagne. Ce recensement ne doit pas pour autant pénaliser le développement du Briançonnais en conduisant à un blocage des PLU, car le plus souvent, ce foncier inférieur à 5000 m² présente des taux élevés de dureté foncière, rétention, absence de volonté de construire, et s'apparente aussi à un patrimoine paysager, parcs et jardins dans les villages, trames vertes internes. Aussi, si la limitation de la consommation foncière est au cœur de la démarche de la planification du SCOT du Briançonnais, le SCOT doit pour autant respecter les compétences de la planification communale en conservant la bonne échelle. Le foncier résiduel, situé dans l'enveloppe urbaine dont la surface est inférieure à 5000 m², est compris dans la consommation foncière intégrée par le SCOT entre 2018 et 2030, dans les conditions de mise en œuvre suivantes. Déterminer dans chaque PLU l'enveloppe urbaine et la reporter au PADD en tant qu'élément d'arbitrage de la consommation foncière. Repérer l'étainement foncier libre inférieur à 5000 m² au sein de l'enveloppe urbaine. L'optimisation des parcelles inférieures à 5000 m² est un des axes prioritaires des études de densification menées par les PLU. L'urbanisation sur ces secteurs à partir d'orientation et d'aménagement et de programmation, quand le tènement identifié le permet, est indiqué. Les ouvertures à l'urbanisation de plus de 5000 m² sont régies dans le tableau du Doubs. Les PLU peuvent déterminer les sites alternatifs à ceux indiqués, sous réserve de respecter les superficies de consommation foncière du SCOT. Le président du parc national des Écrins, le parc naturel des Écrins, pointe 6 remarques qui méritent une évolution du Doubs. La non prise en compte des unités foncières de moins de 5000 m² dans la consommation foncière du SCOT, l'absence de justification du nombre des 16 000 lits dans le projet touristique, la question de la compatibilité du projet UTN du Dôme de la Lauze avec la charte du parc national, la nécessité d'un projet global pour l'UTN du Lautaret, une meilleure prise en compte des terres agricoles et notamment les terrasses de la Grave et de Villars d'Arène et les prairies de Fauche du Lautaret, le manque de caractère prescriptif des cartes du SCOT, notamment sur le volet paysage. Sur ces points, j'expose que ces points ont déjà été abordés par les autres personnes publiques et la justification des choix du SCOT est désormais mieux argumentée que dans la version arrêtée le 17 juin 2017.
concernant l'UTN du Lotaret, en concertation avec le département et les communes du Monetier et de Villard-d'Arène, le Doubs augmente le volume de stationnement à une cinquantaine de places camping-car et a sorti le projet à une étude globale de réaménagement du col du Lotaret sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental. Concernant le volet agricole du Doubs, un inventaire supplémentaire a été réalisé, présenté aux communes, permettant une cartographie plus exhaustive des terres agricoles. La Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, par le biais de son président. Dans son avis, le président rappelle la collaboration active de la CCI à la démarche du SCOT du Briançonnais et transmet son avis globalement satisfait. Du résultat de cette collaboration, il rappelle néanmoins l'opportunité que représente la réalisation d'un document d'aménagement artisanal et commercial pour une meilleure lisibilité des conditions d'implantation commerciale, diversité de lutte contre les ruptures de linéaire, requalification des espaces commerciaux, etc. Une thématisation ou au moins une complémentarité entre les zones artisanales, une meilleure maîtrise de la production commerciale, notamment dans les sites de renouvellement urbain, et la construction d'une charte commerciale. Monsieur le Président de la Chambre de commerce revient sur l'outil document d'aménagement artisanal et commercial devenu facultatif qui a perdu aujourd'hui beaucoup de sa force prescriptive à la suite d'annulations fréquentes de SCOT l'ayant promu. Ce n'est pas le président de la CCI, mais c'est moi qui m'exprime à ce niveau-là. Excusez-moi. Le document d'aménagement artisanal et commercial ne peut plus désormais fixer les enveloppes de localisation des unités commerciales, mais seulement fixer les principes de localisation préférentielle, ce que fait le SCOT du Briançonnais. Néanmoins, la nécessaire redynamisation des zones commerciales, la Grande Boucle, certains espaces commerciaux dans les stations, et l'importance de doter le Briançonnais de zones artisanales de qualité, avec le très haut débit, certification environnementale, thématisation, va amener rapidement la communauté de communes du Briançonnais à poursuivre cette réflexion dans le cadre de la mise en œuvre du SCOT. Concernant la Chambre d'agriculture, le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes émet un avis favorable sous réserve que le SCOT accompagne chaque commune en mettant en œuvre des contrats d'objectifs sous forme de diagnostics agricoles pour préciser les intentions du SCOT, protéger et installer. Je propose de souscrire favorablement à cette demande qui sera ajoutée au document d'orientation et d'objectifs. Avis des autres personnes publiques et associées. Communauté de communes du Pays des Écrins. Avis favorable, sans remarque ni réserve. Communauté de communes du Pays de la Maurienne. Avis favorable, sans réserve ni remarque. Communauté de communes de l'Oisan. Avis favorable, sans réserve ni remarque. Parc naturel régional du Queyras, avis favorable assorti de remarques environnementales. Il est indiqué que la quasi-totalité du territoire du Briançonnais est en réservoir de biodiversité. Des corridors ont été identifiés en complément pour indiquer les zones de passage à maintenir entre les deux versants. Avis du Conseil départemental. Le département insiste notamment sur l'importance du logement social, la résorption du taux de vacances des logements, l'importance de la mise en œuvre de la transition énergétique, le développement d'un tourisme durable et l'amélioration de l'accessibilité, y compris la vulnérabilité des voies par rapport aux risques naturels. Je précise et j'indique que la question du logement social et de la mixité fait partie intégrante du projet de SCOT et est assortie des objectifs précis. La transition énergétique a également été prise en compte par la qualité des bâtiments demandés et par le respect des principes fixés au SRCAE, qui signifie le schéma régional climat, air, énergie, concernant l'accessibilité et les liens à développer avec l'Italie. Ces événements figurent à plusieurs reprises dans le document. Les éléments relatifs à l'UDN du col du Lotaret sont abordés dans le cadre de la réponse à l'avis exprimé par la commune du Monetier-les-Bains. Réponse aux avis émis par les communes de la communauté de communes du Briançonnais. Je rappelle les avis favorables sans réserve des communes suivantes: Ville de Briançon, commune de Villars-Saint-Pancrace, commune de Val-des-Prés,
commune de Saint-Chaffray, commune de Névache, commune de la Grave, mais qui est arrivée hors délai. Je rappelle les avis réservés des communes suivantes. Commune de Montgenèvre, la commune de Montgenèvre, représentée par Monsieur le maire, Guy Hermite, exprime, au-delà des remarques techniques qui ont été prises en compte, les observations suivantes. La surestimation du besoin de logement avec un accroissement démographique de 2400 habitants pour 1600 résidences principales et l'insuffisance du foncier mis à disposition. Avec 20 logements à l'hectare, le SCOT aurait besoin de 80 hectares rien que pour le volet habitat. Il est répondu que le besoin en logement ne procède pas de la division de la croissance démographique par le nombre de ménages supplémentaires attendus dans le Briançonnais, autant que dans les grandes agglomérations de PACA. Le besoin en logement est d'abord orienté vers la population existante. Monoparentalité, célibat, veuvage, logement aidé, ce sont des composantes premières de la détermination du volume de logements à réaliser. Le nombre total de logements prévus est de 2100 logements, dont 65% sont prévus dans l'agglomération de Briançon, page 27 du Doubs. Dans les projets urbains denses, ZAC, Cœur de Ville, Villars, puis Saint-André, dont les densités moyennes sont bien au-delà des 35 logements à l'hectare, le besoin foncier calculé est donc issu du cumul des projets des communes et pas d'une méthode mathématique. Deuxième point soulevé par la commune de Montgenèvre, l'insuffisance du chiffre de résidences secondaires et l'impossibilité de les interdire dans le PLU. Il est répondu que le nombre de résidences secondaires n'est plus un maximum, mais une indication. Troisième point, permettre la mixité fonctionnelle en accueillant des fonctions commerciales tertiaires, tertiaire, en n'étant pas limité par le foncier disponible pour une ouverture à l'urbanisation. Il a bien été ajouté au Doubs que les équipements collectifs sont prévus dans le foncier mis à disposition dans les tableaux du SCOT, avec une possibilité d'agrandissement de la zone d'intervention pour des motifs techniques ou de volume de capacité d'accueil à prendre en compte. En clair, créer une école ou un parc donne des droits à majorer l'ouverture à l'urbanisation. Concernant toujours Montgenèvre et le volet de logement, la commune de Montgenèvre constate le caractère irréalisable des 35% de mixité sociale dans les petites opérations. La part de programmation minimale de collectifs dans les pôles secondaires est trop élevée au regard de la réalité, la répartition du logement social par entité valléenne trop ambiguë. Il est indiqué que l'objectif du SCOT est bien celui annoncé dans le PADD, conjugué à la fois une meilleure maîtrise de la consommation de l'espace, qui est déjà vertueuse dans le Briançonnais en raison de la loi montagne comparée à d'autres SCOT, et une offre d'habitat renouvelée, accessible, non spéculative, capable d'offrir des conditions de logement adaptées à tous les profils et tous les besoins des habitants du Briançonnais. La mixité sociale est une notion généreuse dans le SCOT du Briançonnais, au motif qu'elle agrège tous les segments possibles du logement accompagné, qu'il soit social, aidé, familial, partagé, coopératif, etc. La mixité sociale dans le SCOT recouvre un large panel de types de logements, qu'ils soient sociaux, aidés, familiaux. Le taux de 35% de mixité sociale comme indicateur de compatibilité ne s'applique qu'aux projets urbains inscrits dans le Doubs et non à l'intégralité de chaque PLU. En outre, il est laissé le choix à la commune de mettre en œuvre cette production de logements au sein du projet urbain ou de la répartir sur l'ensemble de la commune. En aucun cas, le SCOT n'a vocation à procéder à un comptage par commune. À noter que la notion de mixité sociale prend en compte le logement saisonnier. La loi montagne impose aux communes ou EPCI classées stations touristiques de conclure avec l'État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers, assortie d'objectifs à mettre en œuvre. L'absence de cette convention peut entraîner la perte du classement en station touristique. Pour ce qui relève de la répartition de la typologie de logement, la communauté de communes du Briançonnais entend bien prendre en compte les remarques des communes en reclassant au statut de village-station Montgenèvre, La Salle, Le Monetier-les-Bains, Saint-Chaffray, avec, dans le cadre de l'évaluation à 6 ans, une démarche attentive de suivi de la consommation foncière. Pourquoi créer 600 lits? C'est toujours une question posée par Montgenèvre. Pourquoi créer 600 lits en dehors des stations,
alors qu'il serait plus opportun de les construire là où il sera possible de les remplir. Il est répondu que l'apport de la démarche touristique menée par le SCOT a été de mettre en évidence la diversité du Briançonnais, des stations, des villages, des usages, des potentiels différents. La force de la diversité et l'attractivité paysagère, culturelle, économique des différentes vallées de la communauté de communes est le principal levier de développement. La juste répartition des lits touristiques dans chacune des communes, un choix validé par le comité de massif et la commission des sites, est le résultat de démarches de cohérence. À noter que le numéro